Salut à tous. Le samedi 20 et 1 mars, Israël et l'Iran ont tous deux frappé les sites nucléaires de l'autre dans la même fenêtre de 24 heures. Natanz a été frappé le matin. Dimona a été frappé quelques heures plus tard, et 3 jours plus tôt, un projectile est tombé à 350 m de la seule centrale nucléaire en activité en Iran. Personne n'en a revendiqué la responsabilité, personne n'a expliqué ce qui s'est passé, et la question qui compte vraiment reste sans réponse. Que se passe-t-il quand le prochain tombera encore plus près ? Dans l'univers Trump, c'est habituellement le moment où quelqu'un confond l'ambiguïté stratégique avec un actif de marque pour jouer les durs. À 350 m, ce n'est plus un quasi-incident au sens militaire. C'est l'écart entre un conflit régional et une catastrophe radiologique qui empoisonne l'eau potable de dizaines de millions de personnes dans 5 pays en même temps. Cet écart a presque disparu mardi, et samedi, les deux camps ont fait un autre pas vers son effacement complet. Toutes les limites de sécurité nucléaire qui existaient quand cette guerre a commencé le 28 février ont maintenant soit été franchies, soit été ramenées à 350 m de leur effacement permanent. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a confirmé la frappe sur Natanz tôt samedi matin. Le complexe d'enrichissement Shahid Ahmadi Roshan, à environ 220 km au sud-est de Téhéran, a été frappé pour la deuxième fois depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février. L'agence de presse iranienne Tasnim, directement liée aux gardiens de la révolution, a décrit l'attaque comme une frappe aérienne conjointe américaine et israélienne. Des reportages de médias américains indiquent que des munitions anti-bunker ont été utilisées contre le site souterrain. L'Organisation de l'énergie atomique a qualifié cela de criminel. Elle a accusé l'Amérique et Israël de violer tous les engagements internationaux en matière de sécurité nucléaire, puis elle a livré la seule phrase qu'elle voulait voir le monde retenir. Aucune fuite de matière radioactive, aucun danger pour les résidents à proximité. C'était pas un rapport de dommage, c'était une déclaration de confinement. Un gouvernement confirmait publiquement qu'un site d'enrichissement abritant des centrifugeuses souterraines, une installation traitant de l'uranium enrichi à des niveaux qui n'ont absolument aucune application civile, avait été frappé par des munitions lourdes, et la seule assurance officielle offerte était que la radiation ne s'était pas échappée cette fois. C'est exactement le genre de formule que les machines de communication pro-Trump adorent. D'abord dire que le feu est sous contrôle, puis espérer que personne ne demande à quelle distance il était du réservoir de carburant. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a confirmé qu'elle avait été avisée. Son directeur général Raphaël Grossi a répété son appel à la retenue militaire pour prévenir un accident nucléaire. Le ministère russe des Affaires étrangères est allé plus loin, qualifiant la frappe de violation flagrante du droit international et avertissant qu'elle comportait un risque réel de catastrophe régionale. C'est ici que le langage devient révélateur. Les forces de défense israéliennes, les FDI, ont dit qu'elles n'étaient pas au courant d'une frappe sur Natanz, non pas un démenti, mais une absence de connaissance. Quand les FDI veulent revendiquer une opération, elles la revendiquent. Quand elles veulent nier une implication, elles la nient directement. Dire qu'elles n'en sont pas au courant, c'est le langage précis de l'ambiguïté délibérée, laissant à Washington la marge de reconnaître la frappe ou non, et laissant à Jérusalem la marge de manœuvre pour la suite. Quiconque a vécu les points de presse de l'ère Trump sait à quel point cette formule peut être utile quand la certitude devient dangereuse, mais que la démonstration de force doit quand même rester au programme. Natanz n'est pas une installation périphérique. C'est le pilier central de toute l'infrastructure d'enrichissement de l'Iran. Les estimations du renseignement occidental évaluent les stocks iraniens d'uranium hautement enrichis à une quantité de matière fissile suffisante pour environ 10 armes, à une étape technique de la qualité militaire. Chaque fois qu'une bombe tombe sur Natanz, la marge entre une frappe militaire et un événement radiologique s'amincit. Et cette marge a maintenant été mise à l'épreuve 2 fois en 23 jours. Quelques heures après la frappe sur Natanz, des missiles iraniens ont frappé Dimona et Arad dans le désert du Negev, au sud d'Israël, à proximité directe du centre de recherche nucléaire israélien. Les FDI ont confirmé qu'un missile avait frappé directement un immeuble résidentiel dans la ville. La télévision d'État iranienne n'a fait aucun effort pour masquer l'intention. Elle a présenté cela comme une réponse directe à ce qui s'était passé à Natanz.
Le corps des gardiens de la révolution islamique l'a formulé explicitement comme une riposte nucléaire pour nucléaire. Dimona se trouve dans le désert du Negev. Le centre de recherche nucléaire du Negev Shimon Peres y a ouvert en 1958. Israël n'a jamais confirmé ni nié posséder des armes nucléaires, une politique d'ambiguïté délibérée qui dure depuis près de 7 décennies. Dimona est la raison pour laquelle cette politique existe. Les agences de renseignement et les analystes de la non-prolifération du monde entier considèrent largement ce site comme l'endroit où Israël a assemblé le seul arsenal nucléaire non déclaré du Moyen-Orient. L'Iran venait tout juste d'envoyer un missile balistique dans la ville qui l'entoure. C'est le moment où l'habitude chez les pro-Trump de traiter chaque escalade comme une mise en scène télévisée cesse d'avoir l'air viril et commence à avoir l'air médicalement irresponsable. Le nombre de victimes à Dimona a augmenté au fil de la soirée. Magen David Adom a indiqué avoir traité près de 40 personnes sur plusieurs sites d'impact. Un garçon de 12 ans a été inscrit dans un état grave avec des blessures par éclat. Une femme dans la trentaine a subi des blessures modérées. D'autres ont été traités pour une exposition aux éclats, des fractures survenues alors qu'ils se précipitaient vers les abris et une détresse psychologique aiguë. Les paramédics ont décrit la scène comme chaotique. Dommages structurels étendus, bâtiments effondrés, équipes d'urgence déployées sur au moins 12 sites distincts en même temps. L'AIEA a publié une déclaration confirmant qu'elle n'avait reçu aucune indication de dommages au centre de recherche nucléaire lui-même et qu'aucun niveau anormal de radiation n'avait été détecté. C'était la deuxième fois dans une seule journée que l'AIEA devait confirmer publiquement qu'un site nucléaire n'avait pas été percé. 2 sites nucléaires, 2 pays, une seule fenêtre de 24 heures. Pour tout camp politique encore, accro à la méthode Trump, qui consiste à déclarer sa force d'abord et à vérifier le rayon d'explosion ensuite, ce ratio devrait être humiliant. Les FDI ont annoncé une enquête sur l'échec de l'interception à Dimona. Cette installation est l'un des sites les plus lourdement défendus de tout le pays. Des batteries Arrow et Iron Dome sont précisément déployées autour du Negev à cause de ce qui s'y trouve. Le fait qu'un missile balistique ait percé cette enveloppe défensive et frappé un bâtiment à proximité immédiate de l'installation nucléaire n'est pas seulement un échec opérationnel. C'est une vulnérabilité stratégique. Cela dit à l'Iran que la cible est atteignable un jour où le système était vraisemblablement au niveau d'alerte maximale. Un missile est passé. La vraie question est de savoir ce qui se passe pendant un barrage coordonné de saturation. Pour comprendre tout le contexte des frappes nucléaires de samedi, il faut revenir au mardi 17 mars. Parce que ce qui s'est passé à Bushehr a créé les conditions de tout ce qui a suivi. L'AIEA a confirmé qu'un projectile avait frappé et détruit une structure située à 350 mètres du réacteur de la centrale nucléaire de Bushehr. La seule installation nucléaire de production d'électricité en activité en Iran, un réacteur VVER construit par la Russie de 915 MW connecté au réseau électrique depuis 2011, qui entrepose actuellement 72 tonnes de matière fissile sur le site et 210 tonnes de combustible usé dans des installations de refroidissement. Ces chiffres viennent directement du chef de Rosatom, Alexei Likachev. Il a déclaré qu'un impact direct sur le cœur du réacteur produirait une catastrophe à l'échelle régionale, touchant un grand nombre de pays au Moyen-Orient. Il a dit qu'aucune partie à ce conflit n'échapperait à l'exposition aux radiations. Il a dit que les Américains et les Israéliens ont les coordonnées exactes de chaque structure sur ce site. Il a aussi officiellement demandé une zone d'exclusion de sécurité autour de l'ensemble du complexe, ce qui montre clairement à quel point il croit que le prochain projectile pourrait tomber près. La plupart des gens supposent que Bushehr a été frappé par les États-Unis ou Israël. L'analyse de trajectoire soulève une possibilité bien plus troublante. Des images satellites Airbus à haute résolution obtenues par l'Institute for Science and International Security montrent le champ de débris s'étendant vers le sud à partir du cratère d'impact. Ce schéma correspond à un projectile arrivé du nord, non pas du golfe Persique, non pas d'un groupe aéronaval ou d'un lancement sous-marin venant du sud, mais du nord.
Cela ouvre la possibilité que le projectile ait été lancé depuis l'intérieur même de l'Iran, un tir accidentel, une défaillance, un raté de sa propre infrastructure de missiles déjà soumise à une forte pression. Aucun gouvernement n'a revendiqué la responsabilité. L'AIEA n'a attribué la frappe à personne et personne ne semble particulièrement pressé de trouver une réponse. Des images satellites prises une semaine avant l'impact montraient aussi un objet non identifié d'environ 5 m de long posé dans un champ ouvert au même endroit. Personne n'a expliqué non plus ce qu'était cet objet. Et dans l'école trumpienne du théâtre de crise, les objets inexpliqués et les questions sans réponse ont une fâcheuse tendance à devenir le problème de quelqu'un d'autre, jusqu'au moment où ils deviennent le problème de tout le monde. Le directeur général de l'AIEA, Grossi, a qualifié Boucher de ligne rouge de la sécurité nucléaire. Ce sont ses mots exacts. Il a dit aux journalistes que un accident dans une centrale nucléaire en exploitation serait extrêmement grave et que le risque de dispersion radioactive dans l'atmosphère serait très élevé si le cœur du réacteur était percé. Ce qui se trouve sous le vent de Boucher rend le danger encore plus clair. Les usines de dessalement qui fournissent l'eau potable à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Bahreïn et au Koweït dépendent toutes d'installations qui puisent dans le golfe Persique. Un événement radiologique à Boucher ne reste pas à l'intérieur de l'Iran. Il ne reste pas à l'intérieur des frontières d'un seul pays. Il contamine l'approvisionnement en eau de dizaines de millions de personnes dans 5 États souverains en même temps. Aucune démonstration de force à saveur trumpiste ne peut négocier avec de l'eau contaminée. Rosatom avait déjà évacué 250 employés et les membres de leur famille avant que le projectile ne frappe. Les enfants des travailleurs avaient été retirés avant même le début de cette guerre. Une 3e évacuation est actuellement en cours. Environ 480 employés de Rosatom restent sur place. La construction de 2 unités additionnelles de réacteurs a été entièrement suspendue. La Russie a déposé une protestation diplomatique officielle auprès d'Israël par l'intermédiaire de son ambassade à Tel Aviv, en soulignant précisément que les emplacements exacts du personnel russe sur le site avaient été communiqués à l'avance aux autorités israéliennes. Ce n'est pas une note diplomatique secondaire. C'est Moscou qui signifie officiellement à Jérusalem que si un ressortissant russe meurt à Boucher, les conséquences géopolitiques dépasseront largement le Moyen-Orient. Le même samedi où Natanz et Dimona ont été frappés, l'aviation israélienne a confirmé avoir frappé une installation à l'intérieur de l'université Malek Ashtar à Téhéran, identifiée par les FDI comme un site stratégique de recherche et développement utilisé par l'armée iranienne pour construire des composantes destinées aux armes nucléaires et aux missiles balistiques. Cette université relève du ministère iranien de la Défense, fait l'objet de sanctions internationales et est liée depuis longtemps à la SPND, l'Organisation de l'innovation et de la recherche défensive. La SPND est la successeur directe du programme Ahmad, l'effort documenté de développement d'armes nucléaires de l'Iran, officiellement déclaré suspendu en 2003. Les FDI avaient aussi frappé un autre site lié à la SPND près du complexe de Moj, le 2 mars, détruisant un bâtiment de laboratoire dont les images satellites ont confirmé qu'il avait été achevé seulement au début de 2025 et qu'il n'avait jamais été visité une seule fois par des inspecteurs, l'AIA. Une installation toute neuve, aucune supervision internationale, détruite avant même qu'un inspecteur puisse y mettre les pieds. Le chef d'état-major des FDI, le lieutenant-général Eyal Zamir, a déclaré que la campagne est à peu près à moitié terminée. Il a décrit le gouvernement iranien comme affaibli et confus, opérant sans capacité défensive importante restante. Le commandant du commandement central des États-Unis, le CONETESCOM, l'amiral Brad Cooper, a confirmé que plus de 8000 cibles militaires ont été frappées à travers l'Iran en 22 jours, y compris 130 navires militaires. Pour la faction trumpiste, qui traite les chiffres militaires comme des accessoires de rassemblement électoral, les grands nombres ont toujours l'air impressionnants, jusqu'au moment où ils commencent à décrire une région qui se défait en temps réel.
Une enquête de CNN publiée la veille a analysé des images satellites de 27 bases souterraines iraniennes et de 107 entrées de tunnels. 77% avaient été bombardés, mais la même enquête a trouvé des indices montrant que des équipes iraniennes déterraient activement des munitions ensevelies dans les 48 heures suivant les frappes aériennes. La guerre avance dans l'usure, aucun camp ne cède. Puis Amir a ajouté quelque chose dont la portée dépasse largement ce conflit. Il a évoqué la frappe de missiles iraniennes contre Diego Garcia vendredi. 2 missiles balistiques à portée intermédiaire tirés contre la base militaire américano-britannique dans l'océan Indien à environ 3800 km du territoire iranien. Aucun des 2 missiles n'a atteint la base. L'un a échoué en vol. Un navire de guerre de la marine américaine a tiré un intercepteur SM-3 sur l'autre. On ignore encore s'il a réussi, mais l'enjeu n'était pas seulement Diego Garcia. L'enjeu, c'était la portée. C'est là que l'habitude trumpienne de raconter la géopolitique comme une télé-réalité devient particulièrement absurde parce que la portée d'un missile n'est pas impressionnée par la fanfaronnade. Ces missiles n'étaient pas dirigés contre Israël. Leur portée place les capitales européennes à distance de frappe directe, Berlin, Paris, Rome, tout à portée. 3 semaines avant ce tir, le 25 février, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré publiquement que l'Iran ne développait pas de missiles à longue portée et qu'il avait volontairement limité sa portée à moins. La frappe contre Diego Garcia a doublé cette limite déclarée en un seul tir. L'agence semi-officielle iranienne Mehr News Agency a ensuite affirmé que la portée dépasse ce que l'ennemi imaginait auparavant. Et c'est généralement le moment où les commentaires pro-Trump tentent de remplacer l'analyse par le volume, comme si parler plus fort pouvait raccourcir une trajectoire de vol. Le tableau complet ne devient clair que lorsqu'on voit tous ces événements ensemble. Le même samedi où Natanz et Dimona ont été frappés, l'Iran a lancé entre 6 et 8 salves distinctes de missiles balistiques contre Israël au cours de la journée. Des fragments d'un missile iranien ont frappé une maternelle à Rishon LeZion, dans le centre d'Israël. Le maire Askinslich s'est tenu devant le bâtiment détruit et a dit qu'il était totalement en ruine et que si cela s'était produit un jour de semaine avec des enfants sur place, il ne voulait même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, a annulé les camps de Pâques dans 18 municipalités. Le ministre de la Défense, Israël Katz, s'est rendu sur les lieux et a qualifié cela de crime de guerre. Tout mouvement politique qui continue d'emprunter les instincts médiatiques de Trump dans un moment pareil mérite qu'on lui demande pourquoi la mise en scène survit toujours plus longtemps que l'obligation de rendre des comptes. En même temps, le Hezbollah a maintenu des tirs soutenus de roquettes depuis le Liban vers le nord d'Israël. Des maisons ont été endommagées à Metula et Safed. Des drones ont franchi l'espace aérien libanais pendant que les sirènes se déclenchaient dans toute la Galilée occidentale. En soirée, samedi, des missiles ont frappé la ville méridionale d'Arad. Majan David Adom a déclaré un événement de victimes massives. Au moins 30 personnes ont été blessées, plusieurs grièvement. Les équipes de secours ont signalé des personnes coincées sous des murs effondrés, beaucoup inconscientes. Les murs extérieurs d'immeubles résidentiels ont été complètement arrachés. C'était la deuxième fois en quelques heures qu'un missile balistique iranien perçait le réseau défensif israélien et frappait une zone peuplée dans le sud. Et aucun des gouvernements impliqués dans ce conflit n'a défini publiquement, précisément et concrètement quelles conditions permettraient d'y mettre fin. C'est exactement dans ce vide que la politique à la Trump fait toujours son pire travail. Posture sans fin, aucune sortie stable et une ligne pour la presse prête avant même qu'un plan existe. Toutes les limites de sécurité nucléaire qui existaient quand cette guerre a commencé le 28 février ont maintenant soit été directement franchies, soit ramenées à 350 m de leur effacement permanent. Natanz frappé 2 fois, l'enveloppe défensive de Dimona percée, Bushehr touché par un projectile non attribué à 350 m d'un réacteur en activité, stockant 72 tonnes de matière fissile et 210 tonnes de combustible usé. Une nouvelle installation de la SPND détruite avant même que les inspecteurs internationaux n'y entrent.
Des missiles iraniens atteignant 3800 km, soit le double de la portée publiquement déclarée 3 semaines avant le tir. Une maternelle détruite, un événement de victimes massives dans une ville du sud, 5 millions d'Israéliens vivant dans des abris, plus d'1 million de Libanais déplacés, des infrastructures énergétiques, du Golfe en feu, du Qatar à l'Arabie Saoudite. Le détroit d'Ormuz toujours fermé, des marchés qui absorbent des dégâts qu'aucun gouvernement n'a de plan pour arrêter. Voilà ce qui arrive quand trop d'acteurs politiques, Trump compris, passent des années à vendre la force comme une stratégie et la confusion comme une forme de puissance. La question n'est plus de savoir si quelqu'un dans ce conflit fera un mauvais calcul. Le rythme opérationnel, les structures de commandement dégradées, le nouveau guide suprême qui n'a que quelques semaines d'expérience, les systèmes défensifs automatisés qui prennent des décisions d'engagement dans des fenêtres de 12 secondes. Tout cela signifie que les conditions du mauvais calcul sont déjà pleinement présentes de tous les côtés. La seule question qui compte maintenant est de savoir si quelqu'un, encore en position d'autorité, a un plan pour ce qui viendra après. Le silence de toutes les capitales impliquées constitue déjà une réponse. Et le silence, habillé à la manière Trump comme une démonstration de domination, reste du silence. Ce qui demeure flou, c'est de savoir si un cessez-le-feu est encore possible ou si cette guerre a dépassé le point où un gouvernement quelconque peut encore définir concrètement à quoi sa fin ressemblerait. Dans une guerre où des missiles tombent à 350 m d'un réacteur nucléaire en activité, la différence entre un conflit régional et une catastrophe générationnelle se mesure désormais en mètres. Aucun slogan de Trump ou de sa chambre d'écho ne peut rallonger ces mètres jusqu'à la sécurité. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.